Le 8 mars 2014, le vol MH370 de la Malaysian Airlines disparaissait des radars avec 239 passagers à bord. Depuis, eh bien, c'est toujours l'énigme. Merci à Ghislain Vatrelos d'être avec nous. Vous avez dans ce vol perdu votre femme et deux de vos enfants dans ce vol de la Malaysia Airlines. C'est l'actualité. Eh bien, vous l'avez eu de la part des juges mercredi dernier que vous avez pu rencontrer et qui vous ont donné des informations des Américains et notamment de la compagnie Boeing, puisque c'était un Boeing 777. Vous avez publié Vol MH370, une vie détournée avec Gaël Le Guen aux éditions Flammarion. Et merci à Xavier Titelman, consultant aéronautique, fondateur du centre de traitement de la peur de l'avion. Et vous avez un centre notamment à Paris, vers la gare d'Austerlitz. Qu'est-ce que vous ont dit les juges, Ghislain Vatrelos ? Alors, ce qui est important, c'est que les juges ont pu enfin aller aux États-Unis voir Boeing. Il faut savoir que ça a été 2 ans et demi de négociations. Boeing disant pendant 2 ans et demi, vous ne pouvez pas venir, secret industriel. Voilà. Ah ouais. Donc les juges sont allés voir Boeing, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ont signé avant d'y aller un accord de confidentialité. C'est-à-dire qu'ils ont le droit, Boeing les a chargés de documents. Ils sont revenus avec des piles et des piles de documents. Les juges qui sont eux-mêmes des experts, oui, il n'y avait pas que les juges, il y avait les experts accompagnés de la gendarmerie de transport aérien, des experts aéronautiques, etc., etc. Donc ils sont venus avec des tas de documents dont Boeing a dit c'est confidentiel, donc vous avez le droit de les regarder, vous avez le droit de les utiliser, vous avez le droit quelque part de tirer des conclusions, mais vous ne pouvez jamais faire référence à ces documents, et surtout vous ne versez pas ça au dossier. Donc moi, je n'y ai pas accès, par exemple. Ah oui, enfin les juges, ils vous ont dit des choses quand même. Et aujourd'hui, ils reviennent avec des tonnes de documents. Ils nous ont dit qu'on en a pour 1 an à regarder tous les documents. Donc, Boeing les a inondés de documents. Ouais. Ça, c'est clair. Donc, ils sont venus ça. Quand il dit vraiment chez Boeing, donc Boeing a dit plusieurs choses. Les débris, c'est bien des débris qui ont été trouvés du MH. Alors, les débris qu'on a retrouvés petit à petit dans l'océan Indien, c'est ça ? Donc, les débris sont du MH. L'autre chose qu'ils ont dit, il nous semble que l'avion est sous contrôle jusqu'au bout. On va voir le parcours de l'avion qu'on a refait en 3D avant de voir un document, un grand document de 52 minutes sur les leçons de ce drame dans quelques minutes. Donc là, l'avion décolle de Kuala Lumpur, la capitale malaisienne. Et puis, dernière transmission à 1h21 du matin. Et puis, il va faire un grand virage, c'est ça ? Et dernier pointage dans le détroit de Malacca. Dernier pointage radar avec les radars militaires. Ouais. Et on va voir les recherches qui sont faites évidemment plus au sud parce que dérivent des courants. C'est pour ça, pour essayer de retrouver un avion. Bon, ça vous nous en reparlerez dans un instant. Je peux revenir sur le dernier radar parce que Boeing a dit quelque chose. Les radars militaires malaisiens, soi-disant, qui pointent l'avion. Un des radars dit que l'avion vole à 53 000 pieds. Boeing a dit au juge, c'est combien ? Techniquement, c'est 15 km, c'est impossible. Et un avion civil, c'est maximum 12-13 000 mètres. Kilomètres, 12 000. Donc Boeing a clairement dit aux enquêteurs, aux juges, c'est impossible. On ne peut pas aller à 53 000 pieds avec cet avion. Donc déjà, on a un problème avec ce radar-là. C'est pour ça quand je dis, nous, on a des problèmes avec les données. Un avion civil ne vole pas si haut. Non, il ne peut pas aller si haut. Donc déjà, le dernier radar que vous voyez là, c'est quoi ces données ? Elles sont fausses. Donc ça commence par ça. Alors revenons au juge français. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement, lui, mercredi dernier ? Eux, ils reviennent de là-bas. Ils ont allé chez Boeing. Ils ont pu aller chez Inmarsat derrière. Parce que chose bizarre, c'est que Boeing leur a donné les données Inmarsat qu'on réclame depuis 5 ans. Alors les données Inmarsat, c'est ce qui donne la position de l'avion en quasi temps réel. C'est ce qui donne une position relative. Parce que ça donne un arc de cercle. Ça donne une distance entre le satellite et l'avion. Donc ça donne un arc de cercle sur le pôle. Et il y a 7 arcs de cercle comme ça. Et c'est avec ça qu'ils vont déterminer que l'avion est tombé dans l'océan Indien, en fait. D'accord. Et ça, jusqu'à présent, les juges français n'y avaient pas accès. Non. Et bizarrement, Personne. c'est Boeing qui donne ces données-là, sans qu'ils les aient demandées, aux juges d'ailleurs, quand ils vont les voir. Parce que c'est un truc qu'on demande. Alors, ils leur donnent les données de l'avion, ils leur donnent les données de l'avion précédent, des données d'avion identiques. Donc, ils sont revenus, et toutes les colonnes, parce que jusque-là, on avait un petit bout des données. Donc là, on leur donne tout. Donc, ils sont revenus avec des tonnes et des tonnes de données Inmarsat. Donc, aussi. Boeing joue le jeu ou quoi ? Boeing semble jouer le jeu après 5 ans. Je trouve que c'est un peu tard. Est-ce que
Bon, ce que je pense fondamentalement, de toute façon, que c'est pas... Et la plupart des experts s'accordent pour dire mais c'est pas un problème de Boeing. Voilà, Boeing ne donne pas d'explication pour autant, le constructeur. Non. Alors, dans la presse jeudi, notamment dans le Parisien, chez nos confrères du Parisien, on explique que la thèse du suicide du pilote est peut-être, encore une fois, la plus plausible. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Parce que l'avion est sous contrôle jusqu'au bout. Ouais, en fait, je pense qu'il y a un lien rapide qui a été fait entre un ingénieur de Boeing qui dit l'avion il se contrôle jusqu'au bout et le pilote s'est suicidé. Or, moi, je vais vous répéter ce que m'a dit exactement le juge mercredi. Il nous a dit nous n'avons rien contre le pilote qui permet d'accréditer et bien au contraire le suicide du pilote. Donc information à prendre avec des pincettes. Absolument, absolument. Xavier Titelman, réaction sur tout ce qui a été dit là ? Alors, oui, déjà, évidemment, pourquoi si tard ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu être transparents plus tôt ? Pourquoi ils n'ont pas donné ces éléments à l'enquête officielle qui a été conduite depuis 5 ans avec des moyens, etc., à l'Australie, à la Malaisie, qui était quand même en charge ? Pourquoi ne pas donner ces informations avant qu'on commence à faire des recherches sous-marines qui ont coûté des centaines de millions d'euros ? Donc ça, là, vraiment le timing. Pourquoi est-ce qu'ils se décident maintenant ? Pourquoi c'est la France qui arrive à obtenir ces éléments ? Tant mieux, mais vraiment, il y a vraiment un problème de procédure. Il a fallu s'acharner pour en arriver là. Ça, c'est une évidence. Les éléments, il n'y a pas d'éléments techniques nouveaux. Les données Inmarsat, là, quand même. Alors, oui, mais là, encore une fois, c'était des données qui étaient des données de chiffrage a priori. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas transparents ? D'après Inmarsat, ça aurait été parce que le fait de connaître les premières colonnes donnait les identifiants qui auraient pu permettre de pirater le système. Et donc, ils n'avaient donné que les timings. Je sais que c'est des éléments sur lesquels vous ne croyez pas forcément à l'existence ou à la réalité de ces éléments-là, qu'ils auraient pu être fabriqués. Mais jusqu'à maintenant, c'est les seuls éléments qu'on a et sur lesquels on travaille pour déterminer une évolution de l'avion, une direction, une altitude, une trajectoire. Parce qu'au début, on a des radars militaires et des radars civils, ce qu'on appelle les radars primaires néanmoins, c'est-à-dire qu'il y a un écho qui revient, un écho physique sur une masse métallique. C'est ce qu'on a dit dès le début, on ne comprend pas qu'avec la technologie, on est en 2014, on puisse perdre comme ça un avion et pas savoir où il est tombé. On sait où il arrête d'émettre, on sait où il arrête de répondre aux satellites, on sait où les systèmes sont coupés à bord, on sait qu'ensuite... Donc coupés volontairement ou pas ? On n'a pas réussi à le prouver encore une fois. Par contre, on sait qu'il y a un rétablissement électrique et un retour des communications entre l'avion et le satellite quelques dizaines de minutes plus tard. Est-ce qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose ? Est-ce que c'était volontaire ? Est-ce que c'est une volonté de passer inaperçu, puis il a besoin de rallumer des systèmes pour pouvoir naviguer néanmoins ? Est-ce que tout est faux ? Encore une fois, on part du principe que ces informations sont justes, elles ont été analysées, triturées dans tous les sens. On arrive à une zone finale, ou plutôt une distance entre le satellite et la zone finale de crash, qui est relativement précise, sauf que c'est un arc de cercle qui fait des centaines de kilomètres de long. Ouais. Et alors peut-être qu'on a 10 km trop à droite ou 10 km trop à gauche, c'est ça qui fait qu'on... Et les radars militaires, eux, ils sont précis aussi. Et là, ils captent tous les appareils aériens en permanence. Non. Alors moi, je suis un ancien radariste militaire. Oui, allez-y alors. On a un balayage. Donc déjà, on ne suit pas en permanence. Il n'y a que les radars de tir qui veulent envoyer un missile qui accroche en permanence une cible. Un radar, ça tourne. Et ça tourne plus ou moins vite en fonction du besoin qu'on a. Donc déjà, on a des points qui sont... C'est une cinématique comme un stroboscope. Vous n'avez pas un suivi continu sur une évolution. Ce qui fait que dans un premier temps, les éco-radars qui avaient été révélés par la Malaisie, ils avaient confondu avec un vol d'Emirates qui passait par là. D'accord. Donc voilà, on sait bien qu'ils ne sont pas super pertinents. Il y a des problèmes d'altitude qui sont invraisemblables. L'avion, il fait des zigzags qu'aucun avion civil n'est capable de faire. Même un avion militaire, un avion de chasse, je pense qu'il n'est pas capable de faire ça. Par contre, ça peut être valable en distance. Autant l'altitude peut être fausse, en distance, normalement, c'est relativement juste. S'ils ne confondent pas avec un autre avion qui passe par là. Sur les radars militaires, ce que j'aimerais quand même rajouter, c'est si l'avion a fait le trajet qu'on nous dit qu'il a fait, il a quand même traversé des espaces aériens de 6 ou 7 pays. Qui, eux, ne l'ont pas vu. Qui disent ne pas... Seule la Malaisie dit l'avoir vu. Donc c'est quand même... Je veux bien qu'ils voient... Le radar tourne, mais un avion qui traverse un espace aérien, on finit par le voir. Et si on ne le voit pas au moment même, on reprend les bandes le lendemain et on le voit. Les radars, oui. Sur les radars. Donc ça, c'est surprenant aussi. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau, vous, Ghislain Wattrelos, de votre rencontre avec les juges français mercredi ? À part ces points Inmarsat. J'ai rien appris de nouveau. J'ai juste été surpris du travail de fourmi qui est fait par ces enquêteurs. Et je suis rassuré d'être en France et que ce soit la seule enquête qui continue. Donc je suis rassuré là-dessus. Vous faites confiance aux enquêteurs français ? Complètement.
Ouais. Complètement. Parce qu'on le rappelle, tous les autres ont abandonné, y compris les Chinois, alors que l'immense majorité des 239 victimes sont chinoises. Oui, absolument. Ouais. Il n'y a jamais eu d'enquête au Chine. Donc il y avait une enquête officielle qui s'est terminée. Ils ont recherché dans l'océan Indien, ils n'ont rien trouvé. Et voilà. On peut déjà dire des choses sur les recherches chinoises. Le bateau chinois qui était censé participer à la recherche sous-marine a passé plus de temps à faire de l'espionnage sur l'Australie qu'à chercher le... Ah oui. Oui, ça a été avéré. Parce qu'on va vous voir en image, Ghislain Waterlooz, on vous voit vous-même, hein, vous avez été sur place et vous avez fait des recherches vous-même. Je suis allé plusieurs fois là-bas, oui. Enfin, on est allé à Madagascar à un moment donné parce qu'on nous avait, en fonction des dérives, beaucoup de débris auraient dû être à Madagascar. Donc je suis allé aussi en Malaisie, je suis allé à Singapour. On a pris des enquêteurs privés à Singapour. Enfin, on a fait des tas de choses. Je suis allé plusieurs fois là-bas. Ouais. Aujourd'hui, moi, je dis la seule enquête qui existe, c'est l'enquête française. J'ai confiance en eux. Le problème de l'enquête française, c'est que les données sont pas en France. Les données sont en Malaisie. Donc les données sont aux États-Unis. Et chez Inmarsat, c'était en Angleterre, etc., etc. Donc il faut aller chercher ces données-là. Et aujourd'hui, avec le travail qu'ils font, ils arrivent quand même à trouver un nombre d'incohérences invraisemblables sur toutes les données qu'ils arrivent à capter. Donc aujourd'hui, qui veulent peut-être rien dire, mais ils ont un nombre d'incohérences. Sont des professionnels aussi. Donc le prochain rendez-vous, c'est quoi? Ils ont enfin un rendez-vous avec le FBI à Paris, parce qu'il faut savoir que le FBI est sur place le lendemain à Kuala Lumpur. On ne sait pas pourquoi. Ouais. Pourquoi le FBI est sur place le lendemain? Ils ont enfin un rendez-vous avec le FBI, et après, il faut qu'ils puissent retourner en Malaisie pour voir toutes ces incohérences et toutes ces données qui peuvent manquer. Et les autorités malaisiennes, disons avec euphémisme, mettent des bâtons dans les roues? On n'en sait rien encore parce que tout a changé là-bas. Ouais. Le gouvernement a changé depuis, on ne pensait pas qu'il pouvait changer, il a changé, et l'équipe a été dissoute. L'équipe d'enquête. Ah oui. L'équipe d'enquête a été dissoute. Donc on ne sait pas du tout, pour l'instant la France va refaire une demande internationale, on ne sait pas du tout comment elle va être reçue. Ouais. Xavier Titelman, la thèse d'un suicide d'un pilote, après tout ça s'est malheureusement déjà vu avec notamment l'Airbus de Germanwings, est-ce que compte tenu des données qu'on a, c'est possible aussi ? Alors, les éléments qu'on a sur sa vie personnelle ne sont pas suffisamment importants pour dire qu'il a voulu se suicider. Alors, il s'appelle Zamari Ahmad Shah, il est marié, père de 3 enfants, et c'était un opposant au régime malaisien. Bon, heureusement que tous les opposants à tous les régimes ne se suicident Exactement. pas. Non, alors encore une fois, on se base sur les éléments techniques. Si on veut accréditer l'idée d'un suicide volontaire, l'avion passe la frontière entre les deux pays, la personne aux commandes, donc peut-être le pilote, déconnecte tous les systèmes qui lui permettent d'être repérés par les radars civils et par les satellites. Il fait un virage pile sur la frontière entre les deux pays, justement, pour ne pas attirer l'attention d'un côté comme de l'autre. Il vole pile sur la frontière. Il arrive... Ça, c'est volontaire. Oui. Si c'est volontaire... Un avion ne peut pas faire ça tout seul. Non, il ne peut pas le faire tout seul. Après, si vous voulez, je vous ferai la version si jamais c'est un élément technique. Mais... il s'éloigne suffisamment loin et il part dans le Grand Sud en disant je veux passer inaperçu, je veux que tout le monde m'oublie, je veux faire du mal, etc. Ça, c'est la version quand on réfléchit et quand on parle avec des psys. La version, ce serait un problème technique. À ce moment-là, le hasard veut que c'est au moment de passer la frontière entre les deux pays, il y a un incident à bord, quel qu'il soit, un début d'incendie, je ne sais pas. Il fait le virage qui correspond également à une ligne droite vers l'aéroport le plus proche à ce moment-là. Donc il faut savoir que ce trajet-là pourrait correspondre à une volonté d'aller sur l'aéroport. Et là, les communications ne marchent plus. Les communications ne marchent plus parce qu'on a des systèmes à bord, notamment un ELMS, c'est un système de management de l'électricité, qui va décharger certains systèmes électriques si jamais il y a un incendie. C'est une probabilité. Ouais. Ce système a déjà causé des dépressurisations. Or, une dépressurisation peut conduire à éteindre un incendie. Donc on peut imaginer un début d'incendie, le système qui fait une dépressurisation involontaire, la dépressurisation qui éteint l'incendie, sauf que la dépressurisation, plusieurs dizaines de minutes en dépressurisation, tous les passagers de l'avion sont morts, malheureusement. Est-ce que les réserves d'oxygène, c'est de combien? Non, c'est surtout que les réserves d'oxygène, il n'y en a pas. Si on est vraiment dépressurisé, en quelques minutes, on perd connaissance, on s'endort profondément. Mais il y a quand même des masques qui descendent. Oui, mais si les systèmes électriques ne fonctionnent plus, il y a certains automatismes qui ne vont plus fonctionner correctement non plus. Et l'équipage, lui, il a plus d'oxygène que les passagers? Il a des masques spécifiques, sauf que quand il est dans l'urgence d'avoir plusieurs systèmes à gérer, peut-être qu'il n'a pas vu cet élément-là. C'est le cas du vol Helios qu'on a vu en Grèce il y a quelques décennies. Avec un avion qui volait tout seul avant de s'écraser. Exactement. Parce que l'équipage était inanimé. Parce qu'ils étaient trop focalisés sur une alarme qu'ils ont confondue avec l'alarme de dépressurisation. Donc ça, normalement, on a fait en sorte que ce soit plus possible aujourd'hui.
Mais disons que Donc pour vous, l'accident est plausible aussi. l'élément technique n'est pas exclu, de la même manière que le suicide n'est pas exclu. Et c'est ça la grande conclusion de ces 4 années et demie d'enquête, c'est qu'on ne peut pas choisir. On n'a pas des éléments, on a des informations qui pourraient accréditer les deux thèses, avec un élément final quand même qui est reconnu quasiment par tout le monde, un vol en ligne droite, Ouais. si on accepte les données techniques, un vol en ligne droite, final, hypoxique, d'après Boeing, d'après beaucoup de monde, c'est quoi sans oxygène, Ouais. il ne se passe plus rien à bord. Mhm. Et on a les éléments, l'avion qui répond, qui annonce qu'il a plus d'électricité, et qui annonce qu'un rétablissement électrique, qui annonce une coupure de moteur, et les ondes, quand on les analyse, ça permet d'avoir des vitesses de descente. Voilà, donc on a ces éléments-là. La volonté du pilote ou Donc ça l'élément veut dire qu'il y a technique. eu un problème et puis on a rétabli les choses. Une partie. Quand il y a une coupure électrique, il y a un système qui se relance automatiquement au bout de 2 minutes de coupure, parce qu'il y a des batteries de secours, et qui va se reconnecter au satellite. Ouais. D'initiative de lui-même, sans que personne ne touche à rien. Ah oui, d'accord. Mais ça peut être volontaire. Alors moi, je vais vous faire écouter Jean-Pierre Pernaut dans un de ses 13 heures. C'était le 29 mai 2018, il y a un peu plus d'un an. Écoutez, puis vous me direz ce que vous en pensez après. On ne connaîtra jamais la vérité sur le sort des 239 passagers et membres d'équipage du Boeing malaisien qui a mystérieusement disparu il y a 4 ans. Vous vous en souvenez sans doute, ce fameux vol de la Malaysia Airlines qui s'est volatilisé littéralement peu après son décollage de Kuala Lumpur. Les recherches sont officiellement abandonnées aujourd'hui. Ça restera l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. Voilà, et déjà au passé, c'est une possibilité qu'on ne sache jamais. Moi, j'y crois pas parce que je ne crois pas au mystère. Il y a eu L'incident toutes sortes technique de- où le pilote qui se suicide, l'avion aurait été suivi encore une fois. Il a traversé 7 pays différents. L'avion aurait été suivi, on l'aurait suivi parfaitement. Parce même qu'on le le cherche jour même. quand même. Il suffit de reprendre les radars le lendemain. Tout est enregistré. Les radars militaires. On saurait où il est cet avion et on ne cacherait pas la vérité comme aujourd'hui. Non, mais il y a même eu des thèses d'extraterrestres. Hein. Oui, il y en avait ok, plein le bon, web, si on hein, oublie des ça, trucs comme ça. Moi, je crois qu'il y a des. On sait la vérité. On nous cache la vérité. Qui sait la vérité? Bah, les Américains savent la vérité, ça c'est une évidence. Pourquoi eux? Bah, déjà, ils ont des AWACS sur zone qui surveillent la zone. Alors les AWACS, Donc, c'est des avions des radars. avions. Hein. Et l'AWACS, j'ai fait moi-même un tour en AWACS. Je peux vous dire qu'on voit tout ce qui se passe. Il y a des avions sur zone, on les voit parfaitement, on les suit parfaitement. Donc les Américains ont suivi parfaitement ce qui s'est passé ce soir-là, sans Et compter là qu'ils aussi- avaient des bateaux. Là aussi, ils disent rien. Ils avaient des bateaux aussi, parce qu'on parle des radars militaires, mais ils avaient des bateaux. Non, ils disent rien. Le silence. Pourquoi le FBI est sur place? Le lendemain, il faudra m'expliquer. Que fait le FBI sur place? C'est pas normal. Donc les Américains savent parfaitement ce qui s'est passé. Les Malaisiens, j'en sais rien. Je pense que en France, certaines personnes savent parfaitement ce qui s'est passé. Ah, même Donc, je en dis, France? oui, bien sûr. Donc, il y a pas mal de gens qui ont un petit bout du truc. Mais donc là, vous êtes Et- quand même un peu, mais c'est pas péjoratif de dire ça, dire il y a une sorte de complot derrière tout ça. Oh, je ne sais pas ce que c'est qu'un complot. Ouais. Et Non, mais on cet veut cacher- moi, on veut non, non, cacher moi, la moi, je vais vous vérité. dire ce que je pense. Cet avion est abattu. Cet avion est abattu et on ne veut pas dire pourquoi. Donc derrière, est-ce que c'est un complot? Est-ce que c'est pas un complot? J'en sais rien. Ce que je veux savoir, moi, c'est la raison pour laquelle cet avion est abattu. C'est tout. Pour me faire moi-même une Donc vous ne opinion. croyez pas au suicide du pilote? Pour Absolument vous, pas. L'avion a été abattu. Absolument Mais pas. pourquoi? C'est une autre question. Pourquoi? C'est une autre question, oui. Absolument. Et vous avez Si une c'est un avion qui est pris sous contrôle par des pirates, qui doit faire un 11 septembre bis, et qu'on l'abat, ça peut être acceptable. Si c'est autre chose, je ne sais pas. Ouais. Parce qu'on a encore une fois vu un autre vol de Malaysian Airlines être abattu par des Oui. missiles russes en Ukraine pendant la conquête de la Crimée. Hein, Oui. je crois. Ouais. Oui. Bon, c'est plausible ou pas ça aussi, vous avez dit Tolman? Plus le temps passe, et plus, si c'est un complot, s'il y a des éléments cachés, plus il est probable qu'on les connaisse. Parce qu'il y a des gens qui vont finir par parler sur le lit de mort. Enfin voilà, il y a toujours des choses qui arrivent des décennies plus tard. Si on n'entend toujours rien d'ici 10, 20, 30 ans, je pense que ce sera l'élément technique ou le suicide. Et là, on n'aura toujours pas de réponse tant qu'on n'aura pas récupéré la boîte noire au fond de la mer. Ouais, mais techniquement, l'avion abattu, alors on ne sait pas, par un missile ou quoi, c'est plausible aussi, vu ce que vous savez? Par le passé, c'est On déjà va arrivé. revoir la direction de l'avion. Hein. Il est déjà arrivé par le passé qu'un avion soit abattu par erreur, volontairement par les Russes, un avion qui s'était perdu sur leur territoire, mais par erreur, un missile qui tire d'un bateau et qui abat un avion iranien. Enfin, c'est déjà arrivé par le passé. Le Oui, problème, encore une même fois, en France, hein, il y avait eu la thèse de la fameuse caravelle Oui, entre qui Nice n'est et jamais Ajaccio. arrivée en Corse. Hein, Ouais. La vraie question, c'est
dans ce cas-là, comment ont-ils pu générer une telle foule et une telle quantité de données en si peu de temps ? Parce qu'il y a une richesse réelle dans la profondeur de ces données techniques qu'on s'échine à analyser depuis des années maintenant, qu'on n'a toujours pas réussi à... J'ai même rappelé qu'ils ont mis une semaine à nous dire qu'il était passé de l'autre côté. Donc ça, c'est extrêmement surprenant. Pendant une semaine, ils cherchent en mer de Chine, donc du côté du Vietnam, 5 jours exactement. Et c'est seulement le 5e jour que la Malaisie dit « Oh, au fait, on a vu l'avion passer de l'autre côté. Pourquoi ont-ils cherché pendant 5 jours au mauvais endroit ?» Il faudra qu'on me l'explique. Avec des photos satellites et tout le reste. Pourquoi les Malaisiens, alors que dans la nuit, soi-disant, ils voient l'avion, leurs militaires voient l'avion passer, puisqu'il y a un radar militaire qui le pointe. Le Premier ministre malaisien dit « Oui, on n'a pas envoyé les chasseurs parce qu'on a considéré que c'était un avion ami. » Mais comment il peut dire ça ? Mais vous croyez à ça ? Moi, je ne crois pas 2 minutes à ça. On le rappelle, en France, un avion qui a un problème de radio, aussitôt, les Mirages ou les Rafales décollent pour aller... En Malaisie aussi, c'est la procédure. Ouais. En Malaisie, c'est la procédure. Non, ils n'ont pas de PO. Ils n'ont pas de PO. Alors, à ma connaissance, ils ont des avions. PO, c'est quoi ? Permanence opérationnelle, des avions qui doivent décoller en moins de 8 minutes Mais si jamais il y a quelque chose. Je suis désolé, mais le Premier ministre dit à la télé, on n'envoie pas les chasseurs parce qu'on considère que c'est un avion ami. Oui. Il dit ça, c'est pas moi qui le dis. Bon. Ça, je suis d'accord. Pourquoi est-ce que les Chinois ne cherchent pas à savoir, alors qu'ils ont eu combien de victimes sur 239 plus des l'immense 2/3. majorité. Ouais. Hein. Oui, Ouais. c'est essentiellement des Chinois et des Malaisiens dans l'avion, mais surtout Parce que les Chinois ont les pouvoirs de faire pression, Je pense, peut-être, sur un Mais encore une fois, gouvernement. quand vous dites qui c'est, je pense que les Chinois savent. Donc à un moment Ah, ils donné, savent aussi. Oui, je pense qu'à un moment donné, il y a une négociation à un certain niveau entre la Chine, les États-Unis et la Malaisie sur cette histoire-là. Bon. On saura un jour. On saura un jour. Hmm. Oui. Vous en êtes Ah, persuadé. oui. On saura peut-être pas tout, Ouais. parce que je suis persuadé que c'est une histoire très noire et très sombre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'avouer vraiment. On saura une grosse partie. On Ouais. n'aura pas le détail, mais on saura. Oui. Et vous espérez quoi? Donc vous dites le changement de gouvernement en Malaisie, on va peut-être en savoir plus, je sais pas, un déclassement aux États-Unis de certaines archives. Oui, c'est les gens qui changent, c'est des gens qui partent à la retraite, c'est des choses comme ça qui se passent. C'est quelqu'un qui a un regret, c'est des changements de gouvernement. Oui, c'est ça. Oui. Moi, j'aimerais qu'on recommence à chercher au fond de la mer. Ouais, Ah mais oui où? Le problème, c'est que je suis d'accord avec vous, mais on ne sait pas où. Typiquement, Parce qu'il y a eu encore une fois des recherches privées, Oui. financées par qui? autofinancés qu'ils étaient payés si jamais ils trouvaient. Ouais, c'est C'était ça. vraiment un montage, encore une fois, qui était là. On a, depuis à peu près une année, analysé les ondes gravitationnelles. Il y a des micro-sous-marins qui doivent analyser les séismes, enfin qui enregistrent les séismes et qui doivent détecter des essais nucléaires sous-marins. Il se trouve que 2 micros assez éloignés l'un de l'autre ont entendu un plouf, je ne sais pas comment le dire autrement, qui pourrait correspondre en termes de timing et de direction avec un arc de cercle plus au nord que ce qu'on avait fait comme recherche jusqu'à maintenant. Il faut trouver quelques Et ça, on dizaines le de sait millions. depuis que les recherches ont été arrêtées? Après la fin des recherches. Alors là, je peux vous dire quelque chose là-dessus. Oui. Les 2 micros les plus proches, c'est ceux de Diego Garcia, gérés par les C'est-à-dire Américains. base américaine. Base américaine en dessous de Diego Garcia, c'est des les Maldives. Philippines, non? Ou... Non, C'est c'est une une île île indépendante. anglaise en fait. C'est une île Ah oui. anglaise. Et où il y a une grosse base américaine. Les 2 plus grosses sondes sont là. Et quand on a demandé les données, elles sont gérées par l'ONU d'ailleurs, pas par les États-Unis. Quand on a demandé les données de ces 2 sondes-là, qu'est-ce qui se passe? Il manque une demi-heure. Les Américains osent nous dire pendant une demi-heure, il y a 2 sondes qui ont été en panne. Donc, vous voyez, tout est comme ça sur cette histoire-là. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on sait parfaitement. Des choses comme ça, j'en ai des centaines à vous dire. D'ailleurs, le radar australien n'était pas tourné vers ce côté-là de l'océan ce Le jour-là. Jorn, le super radar australien, il est en panne ce jour-là. Le radar indonésien, il est en panne ce jour-là. Ouais. Bon, moi je veux bien Les croire à la Américains font compétence. tout pour vous mettre des bâtons dans les roues? Ils font rien. Ah bah si, font rien. sciemment, Ils ont mis ils- 2 ans et demi à recevoir le juge français quand même. Hein. Ouais. Le FBI, le juge français n'a toujours pas vu le FBI qui était sur place le lendemain. Mais il va On le sait pas voir pourquoi. cet été à Paris. Il va le voir cet été à Paris. C'est ce qu'on nous dit. Le gouvernement français a posé des questions aux Américains? J'imagine. Mais là, je suis pas dans le secret des dieux. Le gouvernement a changé depuis. Moi, je pense que le gouvernement, à l'époque, effectivement, a dû poser des questions, a dû avoir des réponses. Bon. Mais voilà. À l'époque, c'est-à-dire, on est sous Hollande, et Que vous avez là, rencontré. ils vous disent, on va vous aider, etc. Et depuis,
Hollande m'a reçu et m'a dit je ne sais pas ce qui s'est passé. Je lui ai dit je vous crois pas, Monsieur le Président. Auquel cas, il m'a dit vous allez rencontrer mon patron de la DGSE. Comme si, et j'ai été reçu par la DGSE, comme si le patron de la DGSE allait me dire quelque chose alors qu'il n'avait rien dit au président. Ouais. Bon, ça c'est l'anecdote, c'est pas grave. Mais voilà, donc voilà Hollande. Le gouvernement actuel, c'est un peu différent. Il préfère pas me recevoir. Moi, mon interprétation, c'est que le gouvernement actuel ne veut pas mentir, c'est tout. Ah oui. Il y en a un qui avait aucun problème à mentir, et il y en a un autre qui veut pas mentir. Mais c'est aussi ce qui s'est passé. C'est rien. En tout cas, s'il veut aller chercher, il va trouver. Ouais. On va retrouver d'autres parties de l'avion ou pas maintenant? Il est Des trop débris tard, flottants, ce serait 6 ans après. étonnant. Il y en a Ouais. certainement des dizaines qui ont. Alors encore une fois, si on estime que ce sont des vrais débris 5 qui ans. se sont échoués, on a des. Là, je crois que c'est 19 morceaux qui ont été authentifiés comme faisant partie du MH370. Les ailes vont Il y en a faire que des 4. parties des ailes. Il y en a 4 qui sont. 4. Oui, alors les autres font partie d'un Boeing 777, mais pas forcément avec les numéros de Ouais, série. il y en a 4 qui sont sûrs de l'avion et d'autres probablement. On sait que c'est Pourquoi un des Boeing 777. 777, ça perd Il en des manque pièces pas comme 50, ça non. au-dessus de l'eau? Non. Bon. Disons que les Non. autres, on sait que c'est une pièce de 777, mais on n'a pas la preuve que c'est un Mais 777. Boeing vous dit que il y a certaines pièces qui sont Les du 4, malaisienne. les 4 sont bien de l'avion. Comme on le Encore savait. une fois, moi je dis, pourquoi j'y crois pas? Un avion qui tombe dans l'eau, ça fait des centaines et des centaines et des centaines de débris. On l'a Ouais. toujours vu. Oui. Ah oui? Ça ne coule pas. Et on est allé sur place assez rapidement sur la zone de crash. Alors c'est vrai qu'on a attendu 5 jours, mais ça continue à flotter. La preuve, c'est qu'on en retrouve 2 ans plus tard ailleurs, à des milliers de kilomètres de là. On n'a jamais retrouvé un débris flottant. Ouais. Mais déjà, ça commence par ça. Et ça veut C'est dire pas quoi, possible. ça Mais la zone C'est- théorique C'est finale, pas possible. qui était fausse en plus à 1 million de kilomètres carrés presque, quand même assez large, on n'y est arrivé que 14 jours après. Non. Avec On y va assez les rapidement, données hein. Inmarsat. Mais ça On y veut va dire assez quoi, rapidement. ça? Ça veut dire un avion abattu avec des tout petits débris? Non, qu'on ça veut dire que trouve la pas. zone de recherche n'est pas là. C'est ça Ah, que ça elle est veut pas là. dire. C'est qu'on nous a dit que Oui, c'était mais là. pendant 5 ans, on peut retrouver des éléments ailleurs. Vous disiez sur les côtes de Oui, oui. Madagascar, on a retrouvé à La Réunion, on n'en trouve pas tant que Et ça. une autre preuve, si on Quelques analyse les dizaines. courants, si l'avion était tombé dans la zone de recherche qu'ils nous ont identifiée, Ouais. les débris auraient été où d'abord? Sur les côtes australiennes, en fonction des courants. On n'a jamais retrouvé un débris sur une côte australienne. Donc je ne crois pas une seconde à cette zone de recherche. Il est ailleurs, l'avion. Donc on nous a dit, on cherche là-bas. Pour vous, on vous balade? Ah, on nous a complètement baladé. Sur la zone de recherche, complètement. Ouais. Qu'est-ce que vous espérez maintenant des juges français qui, pour vous, sont les derniers à enquêter et à être, à faire leur boulot? Ils quoi. font un travail de fourmi incroyable avec la gendarmerie des transports aériens. Un travail. Donc ils analysent tout, mais ils ont des milliers de données. Ils analysent tout, ils trouvent des incohérences. Il faut qu'ils poussent un peu le FBI et d'ailleurs il faut qu'ils retournent en Malaisie pour poser. J'espère qu'ils vont pouvoir y aller pour essayer de comprendre toutes ces incohérences. Après on verra. Mais eux-mêmes peuvent dire tout ce que vous nous dites, ça fonctionne pas, ça marche Oui, pas. bien sûr. Ouais. Il y a des trucs ils le disent. Le radar, comment ça se fait qu'on c'est 53 000 pieds, Il mais est en panne, il est en panne. Bon. mais voilà. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Ghislain Vatrelos et Xavier Titelman. Place maintenant à ce document. Alors, réalisé 5 ans après la disparition du vol MH370, les leçons d'un drame.